Le principe de l'abécédaire, je vous rappelle brièvement le principe. Chaque intervenant a choisi une lettre pour parler de la résistance ou du consentement par une entrée qui lui paraît essentielle. Alors, ça peut être un aspect particulier ou une perspective plus générale sur la question. L'idée, c'est de travailler un petit peu la définition. Souvent, la philosophie effraie parce que les mots, les concepts philosophiques effraient. Donc, l'idée, c'est de rentrer un petit peu dans le questionnement philosophique, pas à pas, pour s'initier. Et l'abécédaire, c'est une manière un petit peu ludique de traiter aussi le thème. Donc, on a voulu renouveler cette expérience qu'on a fait déjà depuis l'année dernière. Donc les lettres seront tirées au sort, elles sont dans une petite boîte mystère, et puis chaque intervenant disposera de 8 minutes pour traiter sa lettre, et un sablier marquera le temps écoulé. Et évidemment, si le temps est trop dépassé, il sera rappelé à l'ordre par un petit gong. Voilà, donc je remercie vraiment tous les intervenants qui ont accepté de se prêter à ce jeu de l'abécédaire. C'est très difficile d'arriver en 8 minutes seulement à dire vraiment l'essentiel. Alors je les présente brièvement. Philippe Barrière, que vous connaissez pour l'avoir entendu tout à l'heure, bien sûr. Vous trouverez d'ailleurs ses ouvrages sur la résistance, ainsi que les ouvrages de tous les intervenants sur la table de nos libraires. Donc je vous invite à y passer tout à l'heure. Donc Philippe Barrière. Historien, professeur en classe préparatoire au lycée Champollion, chargé de cours aussi à l'IEP de Grenoble. Nous aurons ensuite Marie-Vonne David-Jugnot, philosophe, ancien professeur de philosophie, spécialiste de la dissidence institutionnelle dont elle a inventé le concept. Elle nous en dira, je pense, plus. Et vous trouverez aussi ses livres sur la table des libraires. À côté de Marie-Vonne, Catherine Fillon. Donc Catherine Fillon est juriste. Elle est historienne du droit. Historienne du droit, maîtresse de conférences à la faculté de droit de Saint... Plus maintenant. Professeur voilà, c'est tout récent. Professeur à Lyon 3 et spécialiste en histoire du droit et des institutions. À mes côtés, Jean-Pierre Carlet, que vous connaissez, qui est un des piliers des rencontres, philosophe, ancien professeur de philosophie. Il a été président notamment de l'association des professeurs de philosophie. Il est président aussi du jury du prix du livre d'Uriage. On remettra le prix cet après-midi. À ma droite, Raphaël Le Pen, professeur de lettres en classe préparatoire au lycée Champollion, qui a fait aussi beaucoup de radio, qui écrit régulièrement des articles. Et puis, elle nous ravit de sa présence pétillante. À côté de Raphaël, nous avons donc Thomas Bocongibaud, philosophe, donc mon éminent collègue du lycée Champollion, spécialiste de philosophie du droit, professeur donc au lycée Champollion, classe préparatoire. À ses côtés, Philippe Saltel, philosophe, éminent spécialiste de Hume. Il est professeur des universités en philosophie morale à l'université Grenoble-Alpes. Il a écrit de nombreux ouvrages sur Hume et aussi sur la haine, dont vous pourrez découvrir, que vous pourrez découvrir sur la table des libraires. Et puis à côté de lui, Arnaud Sorosina, philosophe, spécialiste de Nietzsche, professeur au lycée, chargé de cours aussi à l'université Grenoble-Alpes. Donc, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Et puis Alain Wesserman, psychiatre, psychanalyste, ancien chef de service à l'hôpital Villejuif. Il a été enseignant à l'université de Paris 8 et il a écrit aussi de nombreux articles sur la psychiatrie, la question la psychanalyse et l'application de la psychanalyse à la psychiatrie en particulier. Donc on va commencer cet abécédaire. Je vais tirer une première lettre au sort et puis l'intervenant choisi pourra commencer. Alors D comme droit de résistance à l'oppression. Et ça sera Catherine Fillon donc, qui commencera... Merci. Donc effectivement, j'ai proposé de vous entretenir de ce fameux droit de résistance à l'oppression, c'est-à-dire en fait d'un oxymore juridique, d'un droit qui est subversif puisqu'il s'agit d'un droit contre le droit. Ce droit de résistance à l'oppression, il figure dans un des textes dont notre pays s'enorgueillit, auquel ce même pays est souvent, parfois excessivement généreusement identifié.
Ce texte, c'est bien sûr la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui énonce dans son article 2 que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors pendant très très longtemps, cette déclaration, on ne lui a reconnu aucune portée juridique, on ne l'a considérée que comme une très généreuse pétition de principe. Mais il en va autrement depuis à peu près maintenant un demi-siècle, puisqu'en 1971, le Conseil constitutionnel a décidé d'intégrer le préambule de la Constitution de 1958 dans le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire dans l'ensemble des textes auxquels il peut se référer pour juger de la constitutionnalité de la loi. Et il se trouve que le préambule de 1958 se référait au préambule de 1946 et aux droits de l'homme tels qu'ils ont été énoncés dans la déclaration de 1789. Donc ce droit de résistance à l'oppression a acquis aujourd'hui une valeur constitutionnelle. Il a rang de principe constitutionnel. Pour autant, jusqu'à ce jour, on n'en a tiré aucune conséquence juridique pratique et on s'accorde généralement pour admettre que dans notre système juridique contemporain, ce droit de résistance à l'oppression est sinon complètement impensable et impossible à mettre en œuvre, du moins il est éminemment problématique. Mais pourtant, il est extrêmement intéressant parce qu'il a une force subversive qui a été très agissante dans notre histoire, et c'est sur cette notion que je voudrais revenir, et sur sa force politique et subversive que je voudrais m'attacher dans le très court laps de temps qui m'est imparti. Alors, ce droit de résistance à l'oppression, il a été conçu dans un système de pensée dominé par le juste naturalisme. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de difficultés à être transposé dans un système positiviste. Qu'est-ce que c'est que le droit de résistance à l'oppression ? Bien, c'est le droit pour un individu de récuser le droit humain, de désobéir à la règle qui est posée par l'autorité souveraine, parce que cette règle est un manquement, une violation pure et simple de principes supérieurs auxquels cette règle humaine aurait dû se conformer. Autrement dit, l'éternelle opposition entre Antigone et Créon est cette fois-ci tranchée, mais au bénéfice d'Antigone. Toute doctrine juridique de la résistance à l'oppression suppose une situation de conflit de normes entre un droit qui est posé et un droit qui est non posé et qui lui serait donc supérieur. Pour toutes les doctrines du droit naturel, qu'elles soient classiques, c'est-à-dire remontant à l'Antiquité, ou moderne à partir du XVIIe siècle, et en passant par la pensée thomiste à partir du XIIIe siècle, il existe toujours une antériorité, une supériorité et une finalité du droit. Et cette finalité du droit, c'est la réalisation de la justice et le bien commun. Antériorité, supériorité, finalité qui s'impose au pouvoir politique. Donc ce pouvoir doit se conformer à ses préceptes, il doit se conformer à ses obligations naturelles qui sont parfaitement accessibles à la raison humaine. Et dès qu'il s'en écarte, les gouvernés sont fondés à résister. Donc le droit de résistance à l'oppression, c'est un moyen de restaurer pendant très longtemps un ordre naturel qui a été compromis, perverti par un pouvoir tyrannique. Au XVIIe siècle, un philosophe anglais va s'en emparer, c'est John Locke. Il s'empare de cette idée qui est déjà très ancienne dans son essai sur le gouvernement civil, et il va concevoir le droit de résistance à l'oppression tel que la Révolution française va en hériter. Il mobilise cette notion qui est très ancienne parce que nous sommes en pleine vogue des thèses contractualistes sur le pouvoir et sur le gouvernement, et il se rend compte que ces thèses du contrat, qui supposent que le peuple aliène sa souveraineté entre les mains d'un gouvernement, ces thèses contractualistes peuvent être extrêmement dangereuses parce qu'elles peuvent être liberticides. Le peuple qui a donné volontairement son consentement se prive de pouvoir le reprendre si ce gouvernement se tourne contre lui, si ce gouvernement veut le détruire ou veut l'asservir. Donc, cette logique du consentement devait, pour Locke, être bornée par un ensemble de droits naturel, individuel, inaliénable, imprescriptible et sacré, dont la préservation devient le but de l'association politique. Lorsque le gouvernement agit en contradiction avec la fin pour laquelle il a été établi, il se défait de lui-même, il légitime l'opposition qui se dresse contre lui. Donc la résistance à l'oppression devient le prolongement, la conséquence logique de tous les autres droits. Elle est ce droit naturel ultime, absolument salvateur, qui permet notamment de préserver la liberté. Alors, lorsque Locke écrit, il écrit bien sûr après la Grande Révolution anglaise. Bien sûr, ce droit de résistance à l'oppression, on va le trouver aussi dans les déclarations américaines,
qui elles-mêmes sont consécutives à une autre révolution. Et on le trouve dans notre déclaration française, qui elle-même est le fruit d'une révolution commençante. À partir de là, il a été très facile de réduire la portée de ce droit de résistance à l'oppression en faisant simplement une justification a posteriori du fait révolutionnaire. Autrement dit, on fait la révolution et puis après on affirme qu'on avait le droit de la faire. Donc ce droit ne concernerait pas le présent, encore moins l'avenir, il ne regarderait que le passé. Dans le cas français, on a minimisé encore plus ce droit de résistance à l'oppression parce qu'on a dit, voilà, notre déclaration des droits de l'homme, elle a un caractère éminemment légicentriste, c'est-à-dire qu'elle s'en remet à la loi pour définir précisément l'étendue des droits individuels. Nos constituants avaient en outre une foi très grande dans la loi comme l'expression d'une volonté générale toujours droite qui ne saurait mal faire. Donc on a dit, les constituants n'auraient pas simultanément, pour ne pas dire en même temps, ils n'auraient pas simultanément professé le culte de la loi, le culte de l'obéissance à la loi, et dans le même temps, ils n'auraient pas armé le citoyen de la possibilité de le contester. Les constituants se seraient enfermés dans une insoluble contradiction. Alors, moi, je ne pense pas que les constituants aient été absolument convaincus que le pouvoir législatif ne pouvait jamais mal faire. Ce qui est certain, c'est que le débat rebondit en 1793, puisqu'on va avoir une nouvelle constitution, une nouvelle rédaction des droits, et nous avons un constituant qui s'appelle Condorcet, qui, à ce moment-là, va réfléchir très profondément à cette notion, va définir précisément ce que pourrait être l'oppression, les cas d'oppression, et les moyens d'y résister. Et l'intérêt de Condorcet, c'est qu'il sort le droit de résistance à l'oppression du droit naturel pour essayer de le constitutionnaliser, c'est-à-dire de prévoir une procédure constitutionnelle qui permettrait à tout citoyen de censurer l'action du législateur ou de censurer l'action du gouvernement. Donc d'en faire une procédure légale. Hurlement des montagnards qui ne veulent pas entendre parler d'une pareille constitutionnalisation et pour lesquels le droit de résistance à l'oppression, qui deviendra en 93 le droit à l'insurrection, doit rester du domaine du droit naturel. Le débat va se clore en 1795, parce qu'en 1795, après la chute de Robespierre et des montagnards, la Convention thermidorienne a une obsession. Cette obsession, c'est de rétablir l'ordre. Ce droit, il est potentiellement trop anarchique. C'est un droit qui, évidemment, invite chaque citoyen à exercer un regard critique. Donc le refoulement de ce droit de résistance à l'oppression commence en 1795 et ne s'achèvera qu'en 1946, puisque bizarrement, étonnamment, c'est en 1946 que cette notion revient dans le préambule de la Constitution. Pour autant, si sa valeur juridique est éminemment problématique, sa valeur politique, elle est absolument fondamentale. Le droit de résistance à l'oppression, il me semble, c'est un poil à gratter. C'est un poil à gratter qui admet que chaque individu, chaque citoyen peut apprécier le droit, qu'il peut le juger, qu'il peut dire non avant de dire oui, que s'il consent et que s'il obéit, c'est qu'il a préalablement réfléchi au consentement et à l'obéissance. C'est un droit qui incite à la responsabilisation du citoyen et bien que ce droit ait été considéré comme une dangereuse chimère juridique, c'est un droit qui a été très actif à plusieurs reprises dans notre histoire. En 1830, la Révolution se fait en 1830 au nom de la résistance à l'oppression. Et puis bien sûr, pendant la grande période que nous avons abordée tout à l'heure, entre 1940 et 1944, et je terminerai juste par une toute petite citation. En 1943, voilà ce qu'on peut lire en décembre 1943 dans les cahiers du témoignage chrétien. L'Église rappelle à l'État sans cesse qu'il n'a d'autre de raison d'être que de faire respecter par la persuasion ou par la force le droit et la justice jusqu'à la venue du royaume de Dieu. Autant elle commandera aux hommes la soumission aux autorités conscientes d'une pareille charge, autant elle les déliera de l'obéissance à un État qui foule aux pieds sa propre raison d'être. Elle ne fera pas de politique, mais elle dira à l'État que toute politique vit et tombe avec l'exercice ou la négligence de la justice, le respect ou le mépris de la dignité humaine. Merci beaucoup Catherine Fillon pour cet exercice. C'est difficile de tout dire en 8 minutes. Mais je crois qu'on est rentré au cœur du sujet parce que est-ce que la résistance est vraiment un droit ? Ça peut pas l'être parce que précisément quand on rentre en résistance, on rentre contre un pouvoir établi, on résiste à des autorités. Donc c'est tout le problème. Alors on va poursuivre un petit peu plus avant avec une deuxième lettre. F comme féminin. Et je laisse la parole à ma collègue Raphaël Le Pen.
Bonjour. Alors, je vais commencer par une citation. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Voici comment Virginie Despentes ouvre ce qu'on pourrait appeler son autobiographie féministe, King Kong Theory. Peut-on être une prolote de la féminité ? F comme féminin est une lettre compliquée parce que désigner le féminin est déjà en soi une forme de consentement. C'est se parer d'un regard tout masculin. Un regard qui peut reléguer la femme à la discrétion, ce que fait par exemple Rousseau dans l'Émile, son si célèbre traité d'éducation sur l'art d'éduquer les hommes. Émile est le personnage central fictif du traité, personnage pour lequel Rousseau crée, au livre 5, le personnage de Sophie. Sophie est, comme son nom l'indique, sage, elle est la compagne idéale d'Émile, aussi bien dans la composition de l'œuvre, puisque Sophie apparaît dans le dernier livre de l'Émile, une fois l'éducation de l'homme achevée, que dans la composition même du personnage, Sophie est définie de manière fonctionnelle, comme complément naturel et social de l'homme. Sophie est sage parce que son existence, son instruction, ne sont que relatives à ses fonctions. Ainsi, Rousseau nous dit de Sophie, ce principe établi, il s'ensuit que la femme est faite spécialement pour plaire à l'homme. Si l'homme doit lui plaire à son tour, c'est d'une nécessité moins directe, son mérite est dans sa puissance, il plaît par cela seul qu'il est fort. Ce n'est pas ici la loi de l'amour, j'en conviens, mais c'est celle de la nature, antérieure à l'amour même. L'idéal de la féminité est un idéal de discrétion, de bonté, puisque cet idéal naturel est antérieur à l'amour même. Rousseau oppose au rapport de force sociale un rapport de force naturelle qui justifie de fait la soumission de la femme à l'homme. Être qui engendre, être central, la femme doit être préservée dans son innocence. La femme est faite spécialement pour plaire à l'homme. Fondée en nature ou en culture, l'important est de plaire. Cet idéal classique montre qu'il n'est pas difficile d'être, à l'instar de Despentes, une prolote de la féminité. Une femme peut-elle être à la hauteur de ce féminin qui est affaire de représentation ? Le féminin est un tableau à l'esthétique variable. C'est la Laure de Pétrarque, la femme alanguie de Baudelaire, nue sur un sofa et pourtant parée de ses bijoux. Ce sont ces jambes immenses et galbées qui entrent et sortent des bouches de métro new-yorkaises pour Céline. Le féminin n'est pas l'adjectif qui qualifie ce qui relève de la femme. Le féminin, c'est substantivé. Il est un nom autonome, séparé de la femme, et il exprime davantage l'homme que la femme. Le féminin est ainsi reconstruit par un regard philosophique ou artistique qui prend la plume, le pinceau, pour dessiner la femme. L'homme, en ce sens, est l'auteur de la femme. Il est celui qui donne un sens au contour du corps féminin, au cœur féminin, aux atours féminins. Qu'arrive-t-il à ces femmes qui ne se définissent pas par la passivité inhérente au féminin ? Qu'arrive-t-il à ces femmes qui renversent cette passivité en action, qui tentent de redonner au féminin sa fonction d'adjectif, qui replacent au centre de la hiérarchie grammaticale le nom de femme ? La femme qui s'émancipe est avant toute chose un objet littéraire. Merteuil, Bovary, ces femmes connaissent un destin tragique parce qu'elles font preuve d'hubris, elles cherchent à s'émanciper, à devenir des hommes. N'est-ce pas le sens de la fameuse lettre 81 des Liaisons dangereuses, dans laquelle Madame de Merteuil confie à Valmont qu'elle s'est éduquée à la duplicité. Côté face, veuve humble et pieuse, côté pile, libertine, qui prend et jette ses amants. Ainsi, Merteuil s'est instruite par l'observation des jeux sociaux pour pouvoir les renverser silencieusement en sa faveur. Elle est devenue sa propre création. La femme qui rivalise avec l'homme a donc une dimension monstrueuse, une dimension impie. Elle n'est plus la créature de Dieu, elle s'est auto-engendrée. Elle est transgressive et on sait quelle punition symbolique, en l'occurrence pour Merteuil, la petite vérole, punit l'orgueilleuse qui pêche par volonté de connaissance, plus encore que par la débauche sexuelle. Une femme de tête est ainsi une femme dénaturée. Elle n'est plus l'éternel féminin. N'est-ce pas la manière dont Shakespeare peint sa Lady Macbeth, qui par ses prétentions politiques est amenée à demander impérieusement « unsex me », changez mon sexe ou désexuez-moi. Mais si Lady Macbeth n'avait pas à demander à changer de sexe pour exister, si Dieu n'avait pas créé la femme, si les hommes n'avaient pas créé la femme, si c'est par la performativité de la parole que le monde est créé, si les hommes par leurs écrits se font auteurs du féminin, les femmes également se créent à la manière de Parteuil en prenant la parole. Est-ce si simple ? Est-ce si évident que la voix des femmes leur permet de se réapproprier le féminin ? Je suis toujours frappée de voir que, même si on reconnaît peu de femmes écrivains pendant des siècles en France, elles existent depuis le Moyen-Âge et que le parfum qu'elles traînent dans leur sillage est un parfum de scandale. Christine de Pisan, première femme en France à vivre de sa plume pour devenir écrivain, deux femmes devint mâles. Louise Labbé, la belle cordière, invite les femmes à délaisser quenouilles et fuseaux dans l'épître dédicatoire à Clémence de Bourges qui précède son recueil de sonnets. George Sand prend un pseudonyme masculin. Colette raconte la libre et trouble Claudine. Yourcenar entrelace sa biographie à celle d'un empereur. Duras raconte son visage détruit. La littérature féminine est d'emblée une littérature injonctive qui s'adresse tout autant à un public féminin qu'à un public masculin.
Il est malheureux qu'en se disant prologue de la féminité, Despentes souligne avec tant de lucidité que l'histoire a choisi la vision masculine du féminin et non sa représentation féminine, pourtant si présente et si résistante. Mais une femme publique est avant tout une prostituée. Aussi, la parole de cette femme publique est condamnable, car elle est toujours, explicitement ou implicitement, pour les femmes écrivains qui connaissent du succès de leur vivant, la parole d'une femme de mauvaise vie. Peut-être est-ce l'ironie la plus forte de Despentes que d'avoir été réellement prostituée avant d'être écrivain, d'assumer d'avoir été et d'être femme publique dans toute l'étendue que l'expression implique. Il est dans l'écriture féminine quelque chose de profondément transgressif. Peut-être est-ce du fait que les femmes, en écrivant, prennent des risques, qu'elles ressentent, comme le dit Duras, que la littérature a pour tâche de représenter l'interdit, d'être scandaleuse, d'être une forme d'aventure. Aussi, le transgressif n'est pas, comme on le croit, le sulfureux, mais d'une manière de faire de la littérature, mais ressort d'une manière de faire de la littérature. Ainsi, le fameux sonnet des baisers de Louise Labbé est audacieux, moins par son côté sulfureux que par la manière dont l'auteur revendique la singularité de sa voix et la nécessité d'inscrire cette voix au sein de la littérature. Baise-moi encore, rebaise-moi et baise, donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai 4 plus chauds que braise. Le poème ici donne la parole au sujet amoureux féminin qui s'essaye à une chanson amoureuse, échange de baisers, décompte des baisers. Pourtant, ces mignardises imposent l'autorité d'un sujet féminin qui exige les baisers. La suite du poème accomplit l'idéal renaissant de fusion des amants. La fusion, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise, fait que chacun des amants emporte l'autre avec lui. On pourrait croire à un poème érotique, mais en réalité, Louise travaille un topos de manière mutine et sage. Elle s'inscrit dans les canons esthétiques et philosophiques de son temps. La transgression n'est pas là où on l'attend. Elle est dans l'impératif de la voix du sujet poétique, dans la revendication d'être auctor, garante de son poème, ce que l'on a vu dans le premier quatrain et ce qui se transparaît surtout dans le dernier tercet. Toujours suis mal vivant discrètement et ne puis donner contentement si hors de moi ne fait quelques saillies. La poétesse a besoin de sortir d'elle-même pour exister. Vivre discrètement ne produit pas de consentement. Il est même un besoin physique, quasi médical, toujours suis mal, à être hors de soi. Comment l'être ? En faisant quelques saillies. On peut noter la saveur de la polysémie de la pointe ici. La saillie est une avancée militaire qui traduit le jeu amoureux, qui sous-entend même le plaisir. Mais la saillie est aussi et avant tout le bon mot. Être hors de soi, c'est écrire. L'écriture est une circulation lyrique entre saisie et sortie de soi. Cette circulation est peut-être le moyen pour le féminin de redevenir l'adjectif qui qualifie la femme, parce que le féminin redevient une voix féminine qui définit un mode, des modes d'être au monde. Le véritable univers féminin se définit non plus comme création masculine, mais comme création féminine. De fait, si le féminin est bien un objet de représentation, alors aucune femme ne peut se dire prologue de la féminité, car le féminin est toujours à inventer sous une plume féminine. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir, avec autant de maîtrisé à la fois le temps et le sujet. Ça nous rappelle qu'effectivement, un des moyens par lesquels on peut résister, c'est l'écriture. Et comment, par l'écriture, les femmes peuvent résister aussi aux stéréotypes, au rôle dans lequel on veut les enfermer traditionnellement, et que par l'écriture et la plume, elles peuvent réinventer aussi ce qu'elles sont, et que la résistance, l'écriture est une manière aussi de résister. Merci de nous l'avoir rappelé. Je vais procéder donc à un tirage d'une nouvelle lettre. D comme dissidence. Et ce sera donc Marie-Vonne David Junio. La dissidence. Le terme apparaît dans le dernier tiers du XXe siècle pour désigner les luttes de l'intelligentsia dans les pays de l'Est. Bukowski en souligne un des traits essentiels. Penser ce que l'on veut n'est pas plus dangereux à l'Est qu'à l'Ouest. Ce qui fait un dissident, c'est l'harmonie entre ses paroles et sa vie, d'une part, et ses convictions, de l'autre. On s'accorde à dire que le procès Siniavski-Daniel en 1966 ouvre la voie de la dissidence. Poursuivi pour avoir publié un livre à l'étranger, critiquant le régime, Siniavski refuse de faire son autocritique. Il revendique au contraire son acte au nom de la liberté d'expression. Cette attitude de résistance inédite lui vaut un large écho à l'extérieur de l'URSS, mais aussi à l'intérieur. Face à la soumission, elle propose une autre posture citoyenne que Václav Havel analysera comme un redressement civique qui repose sur un redressement éthique. Dans leurs revendications, ces dissidents s'appuient sur les principes de la Constitution de 1936 qui ne sont pas appliqués
et sur les accords d'Helsinki, signés en 1975, qui engagent l'URSS au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Depuis cette époque, la dissidence politique désigne toute lutte de défense des droits civiques et humains menée sans violence par les individus contre un régime totalitaire. À l'ouest, dans le sillage de mai 68, se développent en France des luttes au sein des institutions. J'étudie dans une approche sociologique plusieurs affaires qui concernent l'éducation nationale, la justice, la famille. Contrairement aux luttes contestataires de l'époque, l'individu ne remet pas en question l'institution. Il en défend les principes qui ne sont pas respectés dans la pratique, un dysfonctionnement dont il est lui-même victime et qu'il dénonce. Au terme de cette enquête, j'introduis en 1986 le concept de dissidence institutionnelle. J'en décris le scénario avec ses différents actes, un affrontement légal au terme duquel l'individu a épuisé tous ses recours. Sommé de se soumettre, il fait appel au peuple par un acte qui transgresse les normes et même la loi, en posant le problème sur la place publique. C'est alors qu'il entre en dissidence. Le pouvoir réagit par la sanction et l'exclusion sociale. L'opinion se divise. D'un côté, ceux, minoritaires, qui soutiennent la cause de l'individu dissident, de l'autre, la majorité, qui défend les normes, les lois et le pouvoir en place, et tente d'anéantir symboliquement l'individu. Au terme de ce combat idéologique, la cause portée par le dissident peut être entendue et reprise sous d'autres formes. L'injustice qu'il dénonce peut être reconnue et le système des normes, voire même la loi, peuvent évoluer. Exemple, le statut des pères face au divorce en France. Si l'individu dissident est exclu du corps social, le problème de sa réintégration et de sa réhabilitation va se poser. Mais je m'aperçois que ce scénario de la dissidence n'est pas nouveau. Il est à l'œuvre chez Sophocle, dans Antigone, ainsi que dans l'attitude de Socrate, décrite lors de son procès. J'en fais une relecture sous forme de 2 livres qui permettent d'approfondir la réflexion sur la dissidence. Ce scénario est à l'œuvre aussi dans la littérature et dans l'histoire. Le J'accuse d'Émile Zola en est un bel exemple. Mais aussi l'affaire Rochelin, du nom de cet érudit qui s'oppose à la destruction des livres en hébreu. Sa résistance engendre un combat entre humanistes et les autorités de l'époque qui enflamme toute l'Europe de 1510 à 1520. Ce scénario est à l'œuvre enfin dans beaucoup de luttes contemporaines. Exemple, la jeune Malala qui affronte les intégristes pour le droit à l'instruction des filles, ou ce jeune Palestinien qui se bat contre les crimes d'honneur dont a été victime sa sœur et parvient à faire changer la loi. Mais la voix des dissidents requiert des conditions particulières pour être entendue et soutenue. Leur combat est difficile et leur réhabilitation est souvent posthume. La dissidence nous intéresse surtout pour ses enjeux. Enjeux personnels. Les valeurs que l'individu défend donnent sens à sa vie. Aussi pour lui, mieux vaut risquer son insertion sociale, sa vie même, plutôt que de se laisser imposer des conditions indignes au regard de sa conscience. Enjeux socioculturels. Chaque dissident propose un nouveau contenu d'une identité sociale, une autre manière de jouer son rôle, qui vient concurrencer la norme en y intégrant des droits à faire respecter. Enjeux fondamentaux. Le dissident est une sorte de quidam que rien n'autorise à prendre la parole. Il est, comme le dit Sophocle à propos d'Antigone, autonomos, il crée sa propre loi, et autognotos, il décide par lui-même. Il n'est pas habilité socialement à dire ce qui est juste à dire la loi. Il se l'octroie. Pour qui se prend-il, disent ses adversaires? Il est vrai, aujourd'hui comme hier, qu'il est dans la démesure. C'est pour cela qu'il est toujours rabaissé et stigmatisé, sacrilège dans la Grèce antique, hérétique à la Renaissance, paranoïaque dans la France des années 80. En quoi consiste cette démesure? Il fait émerger en lui un sujet qui décide de ce qui est tolérable dans la situation qu'il subit. Mais ce sujet qui ose prendre la parole publiquement pour défendre un principe qui inspire sa pratique s'adresse à chacun de nous et nous pose cette question éthique aussi gênante que l'était le questionnement socratique. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles sont les valeurs qui guident vos pratiques?
Le dissident souligne le divorce entre ce que disent les représentants des institutions et ce qu'ils font, mais il interpelle aussi ceux qui ont même statut que lui pour leur demander comment ils se situent face aux problèmes posés, les obligeant à prendre parti. Provocateur, il l'est surtout parce qu'il dévoile ce que les agents normalisés ne veulent ni voir ni savoir. Nous sommes coproducteurs d'un ordre qu'on veut croire intangible, comme s'il y avait d'autre choix que celui de s'y soumettre. Le dissident révèle qu'il est possible d'en faire bouger les lignes. On le voit, la dissidence est une des réponses possibles aux problèmes soulevés par la Boétie. Comment sortir de la servitude volontaire ? Le jeune penseur met ses espoirs dans les qualités intellectuelles et la culture de ceux qui, bien nés, gardent le goût inné de la liberté. La dissidence met plutôt l'accent sur le pouvoir d'attraction des valeurs idéales incarnées par des individus qui font preuve de liberté et de créativité, mais surtout de courage pour les ancrer dans le réel. Antidote de la soumission, la dissidence l'est aussi du nihilisme qui menace peut-être davantage nos sociétés. Merci beaucoup Marie-Yvonne pour ce propos à la fois clair et dense. Merci pour cette belle évocation aussi de la dissidence institutionnelle à partir de ces figures Socrate, Antigone, et qui nous ramène à cette question essentielle que les choix éthiques finalement nous reviennent aussi, et que quand on consent, quand on se soumet, on fait déjà un choix. Et le dissident est celui qui porte son choix en place publique, mais c'est soutenu évidemment par une position éthique, et qui nous pose question à chacun de nous. Donc merci beaucoup. Je vais continuer par le tirage d'une autre lettre. Vous voyez qu'on ne s'ennuie pas dans l'abécédaire, on passe d'une lettre à l'autre et d'un sujet à l'autre. Et ce sera la lettre S, comme solitude et silence. Donc silence et solitude. Ce sera Jean-Pierre Carlet. Merci Yann. Bonjour à toutes et à tous. J'ai pris une lettre pour 2 mots. Ça n'était pas pour tricher, mais les 2 fictions dont je vais vous parler se recoupent d'une certaine façon. Il s'agit de 2 fictions sur et pour la résistance. Alors, silence, pour le silence de la mer, que Vercors écrit en 1941 comme un appel à se mobiliser contre l'oppression. Solitude, pour Seul dans Berlin, que Hans Fallada, en 1946, propose aux Allemands comme un miroir inversé de l'horreur qu'ils ont traversée. Dans le premier récit, je vous le résume, vous le connaissez bien, mais il faut quand même en donner la trame. Un oncle et son aimable nièce, dont la maison familiale a été réquisitionnée pour l'accueil des officiers allemands, font silence. Ils refusent ainsi de répondre aux tentatives courtoises d'un bel officier, sympathique, cultivé et plutôt non nazi. Dans le second récit, celui de Hans Fallada, un couple au départ désunis refuse l'instrumentalisation nationaliste de la mort de leur fils, tué à Paris sous l'uniforme de la Wehrmacht. Ils vont ainsi s'isoler d'un monde devenu hostile et terrifiant, en allant sous l'horizon de leur mort probable, distribués dans les montées d'immeubles berlinois, de multiples dénonciations écrites des mensonges hitlériens. Je crois que ces 2 récits nous disent quelque chose d'essentiel sur l'esprit de résistance. Spontanément, en effet, nous nous représentons la résistance historique ou plus quotidienne sous la catégorie de l'héroïsme politique, c'est-à-dire de l'exceptionnalité, qui pousse l'admiration jusqu'au découragement et qui est peut-être facile à instrumentaliser, à orchestrer par un pouvoir despotique. Ainsi, les noms devenus fameux de ces jeunes martyrs qui nous font nous orienter dans les rues de nos villes, notamment celle de Grenoble, nous intimident-ils. Ainsi, ces visages impressionnants que l'on a vus il y a peu à l'entrée du Panthéon nous immobilisent-ils. Sauf vantardise politicienne, et il y en a bien sûr, mais sauf vantardise politicienne, chacun se dit en secret « Non, je n'aurais pas eu ce courage ». Et pourtant, la nouvelle de Vercors
ainsi que le roman de Falada, nous offrent une toute autre vision des choses, au point même qu'ils ont immédiatement été contrés par leurs contemporains. Le premier, Vercors, pour mollesse et angélisme d'une résistance jugée trop silencieuse. Le second, censuré en un de ses chapitres pour manque de positivité de ses personnages, présentés d'abord comme membres d'organisations nazies. Le silence chez Vercors est une arme contre l'occupant imposé, celle qui fait éprouver la civilité comme une sympathie naïve ou hypocrite, de toute façon abusive. Ne jamais répondre à l'occupant, fût-il aimable, et cet officier l'est, francophile et non nazi, c'est une manière de rendre sensible l'inacceptable de l'occupation. Chez Falada, la solitude est une force pour ce couple initialement conformiste parce qu'elle permet de se soustraire aux injonctions grégaires qui prétendent se réapproprier les morts de ceux, comme leur fils, qui n'avaient fait qu'obéir et n'avaient rien voulu. Obéir aux ordres d'un pouvoir fou. Dans les deux cas, il est notable que la résistance est dérisoire, dans ses modalités comme dans ses effets. D'un côté, le silence douloureux de la jeune fille et de son oncle restera privé, sans autre conséquence que la prise de conscience désespérée du jeune officier allemand idéaliste. De l'autre côté, les cartes postales décriant Hitler sont rudimentaires et n'ont presque aucune chance d'être lues, sauf, bien sûr, par les mouchards de la Gestapo. Non, ces personnages ne sont pas des héros, mais des personnes ordinaires, vous et moi, des femmes et des hommes qui ne disposent d'aucune puissance, sinon celle de la dignité humaine offensée. Fondamentalement, ce qui nous est révélé alors est que la résistance ne relève pas d'une force extraordinaire habitant certains d'entre nous et les rendant capables d'affronter des autres tout-puissants et monstrueux. Mais on perçoit bien plutôt en ces récits que résister, c'est d'abord en rapport à soi-même. Le silence et la solitude expriment la nécessité et l'énigme de cette relation privée. La pensée qui résiste, bien sûr, dit non. Mais non à quoi ? Demande Alain, le philosophe qui parraine dès 1934 le comité de vigilance antifasciste qui sera, j'en prends les historiens pour juge, le ferment sans doute du Front populaire. Non à quoi ? Voici le propos de réponse de Alain. Au monde, aux tyrans, aux prêcheurs, ce n'est que l'apparence. En tous ces cas-là, c'est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l'heureux acquiescement, elle se sépare d'elle-même. Il n'y a pas au monde d'autre combat. C'est par croire que les hommes sont esclaves. Le silence et la solitude seraient-ils donc les preuves ou les signes de l'existence d'un sujet souverain, superbe en son isolement mutique et fondement d'un nouvel héroïsme peu accessible, moral cette fois? Je ne crois pas. Je crois plutôt que pour Vercors et pour Falada, pour Alain aussi, se trouve indiqué un moment éthique de subjectivation essentiel pour chacun. À entendre comme ce qui donne naissance à notre être réflexif, de même qu'à notre possibilité de résister. Sans ce retrait hors du monde, le monde de la civilité imposée chez Vercors, le monde de la citoyenneté dévoyée chez Falada, sans ce retrait hors du monde, il y a douleur, colère, indignation, mais il n'y a pas d'existence qui résiste. Il y a du bruit et de la fureur, sans transformation durable du monde. Mais en même temps, sans cette résistance, pourrait-il y avoir autre chose qu'un individu ballotté par les forces et les vents dominants ? Pourrait-il y avoir quelque chose comme un individu capable d'endurer le jeu de la première personne du singulier ? Selon cet esprit, me semble-t-il, Hannah Arendt explique symétriquement que le consentement, la non-résistance, c'est-à-dire le mal ordinaire ou le mal potentiellement infini, procède de la tendance à ne pas se confronter à soi-même, à ne pas rentrer chez soi, selon les mots d'Arendt. Reste alors à savoir ce qui rend possible ou ce qui facilite un tel esprit de résistance
résistance à soi, à son confort matériel et intellectuel, à son image de respectabilité, à ses attachements passionnels comme la jeune fille de chez Vercors, à sa peur de souffrir et même de mourir. Alain soutenait, et Hannah Arendt aussi, qu'une école qui instruit et qui cultive est l'une des conditions pour introduire cette distance vis-à-vis de son être immédiat. Aujourd'hui, défendons-nous encore vraiment cela, ou sinon, en quoi nous faudrait-il croire pour comprendre que la résistance, non comme simple posture, mais comme bien en tant que mise en jeu de soi. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir évoqué, d'avoir faire écho aussi aux propos de Philippe Barrière tout à l'heure, pour dire que la résistance n'est pas seulement les actes héroïques des grandes figures de la résistance mythique qu'on connaît tous, Jean Moulin ou autres, mais c'est aussi l'engagement plus silencieux parfois et l'approbation, enfin en tout cas le fait que la population pouvait être favorable aussi aux résistances sans avoir toujours les moyens de résister. Et puis merci aussi pour avoir rappelé que un des enjeux de ces rencontres, c'était aussi d'essayer de définir vraiment ce qui faisait la résistance, l'esprit de résistance, et la distinguer aussi de ses faux semblants, de ses postures. Donc on travaillera un petit peu, c'est évidemment cette distinction au fur et à mesure des rencontres. Et là, on voit comment, évidemment, ça nous renvoie une fois de plus à nous-mêmes et aux choix fondamentaux éthiques que nous faisons. On va continuer notre parcours dans l'abécédaire. Alors, C comme contrainte et consentement. Et je laisse la parole donc à Alain Wesserman. Merci, il ne faut pas oublier de démarrer le Donc moi aussi j'ai pris 2 lettres, 2 fois C. Contrainte parce que c'est le 3e terme finalement, résister ou consentir. Il faut bien qu'au-dessus il y ait quelque chose de l'ordre d'une force, d'une contrainte par rapport à laquelle il faut se situer. Alors je vais parler à partir de mon expérience notamment en psychiatrie, et ce sera pour mettre en quelque sorte un vecteur entre les 2 mots de contrainte et consentement, dans la mesure où, peut-être à contrario de ce qu'on de ce qu'on entend depuis le début concernant la résistance, comment faire passer de la contrainte au consentement? Est-ce que la contrainte peut devoir s'imposer à un moment donné sous une autre forme que la volonté d'un autre qui s'impose? Et est-ce qu'on peut travailler à partir de cela? D'abord, est-ce que... je pense qu'il en va de l'acte même du psychiatre et de son utilité. On l'oublie un peu des fois. Le tumulte, l'agitation, l'attentat ou le geste suicidaire, la prodigalité sans limite, l'abattement extrême ou la prostration, nombreux sont les troubles du comportement susceptibles de provoquer l'arrestation, avec pour conséquence, lorsqu'ils paraissent procéder d'un désordre mental, l'hospitalisation sous contrainte dans un établissement psychiatrique régi par les lois idoines. Il faudrait, à la liste précédente, ajouter aussi une foule de petits délits, larcin ou autres abus de confiance, faux en écriture, chèques sans provision. Cet ajout a l'avantage de mettre en avant de manière légèrement provocatrice le rôle de police que les psychiatres sont amenés à jouer, rôle qui n'est pas toujours à prendre dans une acception péjorative. Il est vrai qu'il existe des champions de la liberté qui militent contre toute forme d'internement, probablement pour éradiquer la source d'éventuels abus, au lieu de s'astreindre à de bonnes pratiques et de travailler à en codifier l'usage. Je partage cet idéal de liberté, mais que feront-ils donc ceux-là si d'aventure ils croisent au petit matin quelques personnes âgées en vêtements de nuit,
s'apprêtant à traverser à l'étourdi une grande artère pour chercher à regagner un improbable domicile qu'un reste de mémoire habite encore. Le laisseront-ils aller vers un destin qui prendrait la forme d'un bolide mécanique fonçant sur le bitume, ou le détourneront-ils d'une main secourable, dussent-ils en user fermement? J'admets, quant à moi, qu'il est des cas où l'appel à la raison ne suffit plus à empêcher le pire, où la conscience des troubles fait défaut, où le consentement de l'intéressé aux soins qui pourraient être prodigués est impossible à recueillir valablement, et qu'il faut recourir à une privation légale de liberté. Sans vouloir revenir trop longtemps sur l'écart qui sépare les différents textes de loi, j'aimerais quand même dire ici qu'il diffère au moins entre ce que le premier, c'était la loi du 30 juin 1838, le premier partait de l'intention de donner des soins aux malheureux, aux insensés, comme on s'exprimait à l'époque, qui erraient sans secours, et le texte rencontrait la limite que représentaient les libertés individuelles. Le texte d'ailleurs des discussions parlementaires de l'époque est toujours accessible, et d'une époque où on savait débattre à la Chambre, et c'est fort instructif en la matière. Les nouvelles lois suivent le chemin inverse. Elles prétendent renforcer les garanties dont chacun doit bénéficier et rendre plus difficile l'accès aux soins. Les textes laissent planer un doute sur la bonne foi des professionnels concernés, voire sur leurs compétences, agitent le spectre de leur négligence, qui peut d'ailleurs les faire condamner si les nombreux certificats légaux n'ont pas été rédigés dans les délais impartis. Il semble n'y avoir rien de plus pressé quand une personne est en détresse que de se précipiter sur son stylo pour le constater. Bon, je caricature un brin, mais tout de même, le législateur a manifestement considéré comme scandaleux qu'une personne réputée saine d'esprit séjourne ne serait-ce qu'aux fins d'examen et d'observation dans un établissement psychiatrique. Et l'horreur que suscite encore cette discipline pour la population est de cette façon savamment entretenue. Mais je voudrais plutôt m'intéresser maintenant à ce qui revient au clinicien une fois le patient admis sous contrainte, tout particulièrement en ce qui concerne la psychose. Je vais sans doute parler de choses qui vont sans dire, mais évidemment, comme toujours, ça va mieux encore en le disant. Lorsqu'un patient psychotique arrive à l'hôpital dans des conditions de contrainte, c'est généralement parce qu'il est en butte à un certain nombre de phénomènes qu'il attribue à d'autres qu'à lui-même, contre lesquels il tente parfois de lutter, soit par une élaboration délirante, soit par un repli sur lui-même, soit par d'autres moyens dont le passage à l'acte est loin d'être exclu. Quelque chose chez lui fait défaut, sans que lui-même le perçoive, et lui fait retour comme venant de l'extérieur. C'est particulièrement démonstratif dans le cas de l'hallucination acoustico-verbale, mais je vous passe les détails. Mais ça peut prendre d'autres formes, comme les intuitions ou des interprétations délirantes de phénomènes qui existent. Le fait est qu'il se sent visé, menacé par quelque chose qui prend pour lui une signification personnelle et qu'il peut être amené, à s'en défendre par tout moyen qu'il juge opportun. Au fond, c'est la situation des tranchées de la guerre de 14, où n'importe quel moment, n'importe quel obus, n'importe quoi peut vous arriver, et votre vie est menacée, et donc il y a tout lieu de se défendre, d'où la violence que l'on constate parfois. Et la violence est rarement agressive chez ce type de patient. Oui, donc je disais oui, quelque chose fait retour et qu'il menace. Et on a observé depuis longtemps d'ailleurs des patients qui essayent
d'introduire une sorte de barrière. On a des gravures anciennes, même avec les patients avec les mains sur les oreilles. On a un certain nombre de comportements qui montrent une forme de résistance, là aussi, à ce qui leur est imposé, même si ça n'a pas d'existence concrète. D'ailleurs, l'hospitalisation a pour effet, dans un premier temps, sur un mode autoritaire, de limiter les effets néfastes de cette réponse, mais aussi d'apaiser l'intéressé. On a observé depuis longtemps que cloche. On a observé ça va venir. On a observé depuis longtemps cet effet apaisant de l'enfermement, de l'internement. Donc je vais conclure. Je vais sauter un certain nombre de choses pour arriver à la fin, c'est-à-dire que, bien sûr, nous n'arrivons pas toujours à transformer le sujet en sujet, l'objet livré à l'autre qu'est le patient, mais il faudra parfois d'ailleurs beaucoup de temps pour y arriver, mais c'est quand même quelque chose qui devrait être la spécialité du psychiatre s'il était besoin de la définir. Je vous remercie. Merci de nous avoir mis sur la piste d'une autre voie qui sera aussi importante dans les rencontres, c'est l'ambiguïté du consentement. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment consentir et qu'est-ce que ça veut dire refuser? Et est-ce que parfois, effectivement, la contrainte peut être nécessaire dans certains cas un peu spécifiques? En tout cas, on voit que le consentement est très ambigu. On peut consentir délibérément, on peut consentir en ne faisant pas ou en se laissant faire. Et donc, il y aura aussi, évidemment, cette réflexion à avoir sur le terme de consentement. On va continuer un petit peu notre exploration de l'abécédaire. Et nous retrouvons Philippe Barrière avec R comme résistance, avec un grand R et un pluriel. Bonjour de nouveau. Deux choix président à cette brève, impossible présentation quand il s'agit de revenir encore au mot résistance. Premier choix, le passage par la majuscule de référence, voire de révérence, et la marque assumée du pluriel. Ce que je vous propose de mettre ici en discussion, autrement dit, c'est la pluralité des formes de contestation de l'ordre établi qui pourraient, je précise, au regard de l'histoire entendue comme la discipline académique qui est la mienne, être qualifiée de résistance. Autrement dit, quels critères permettent à l'histoire professionnelle, académique, de qualifier certaines attitudes d'opposition, à qui, à quoi, comment, avec quel niveau d'intensité, de résistance? Déviance, dissidence, Eganzin, quant à soi, résistance à bas bruit, comment esquisser une typologie critique des résistances, singulièrement contemporaines? J'aperçois en la matière 5 déterminants que j'aimerais frotter les uns aux autres et soumettre à notre collectif critique en une modeste tentative de délimitation des coordonnées historiques de la situation résistance. Bref, ce que j'essaie de faire, c'est de définir, de bricoler une définition de la résistance, alors même que j'ai passé 1 heure ce matin à vous dire que c'était, à mon sens, un exercice intellectuellement vain, du pur luxe. 5 déterminants. D'abord, inégalité dans le rapport des forces. Ce qui très vite débouche sur le risque, et en l'occurrence, pour les résistances dont je parle, celui d'y laisser sa peau. La notion renvoie à une infériorité structurelle subie. Les résistants ne peuvent justement que résister à un appareil de domination éminemment plus puissant que les pauvres moyens qui lui opposent. Certainement, cet appareil est-il doublement efficace quand il s'agit d'évoquer la répression d'ordre policière, forces de police spéciales, Gemeine Staatspolizei, auxiliaires zélés, la milice, Uriage, et aussi quand on évoque l'affrontement sur le terrain militaire. Les résistants sont alors ces individus qui luttent contre un État, une force d'occupation, les deux à la fois, avec des moyens de fortune dérisoires, face à ceux de forces qui leur sont, comme le dit l'adage gaulien, supérieurs en nombre. Je le disais tout à l'heure, je le rappelle ici, une arme automatique pour 10 combattants au Vercors,
face à ce que vous savez. Et René Char le disait, on ne peut mieux, face à ça, à tout cela, un Colt, promesse de soleil levant. Inégalité. Deuxième critère, mille excuses, le terme est décidément en lait, je m'en rends compte à force de l'employer. Deuxième critère, celui de la légitimité, de la pure légitimité. Celle du combat, ou plutôt de l'affirmation d'une conformité absolue entre morale et action. Une manière d'éthique de la résistance, en quelque sorte, qui n'hésite pas à outrepasser, à transgresser la loi inique pour s'opposer en conscience à une norme perçue comme, à proprement parler, insupportable. Dire non. Et beaucoup des résistants que j'ai, des anciens résistants, est-on jamais anciens résistants? Alors, pour beaucoup des anciens résistants que j'ai interrogés pour mes modestes travaux universitaires, me répondaient à la question canonique, qu'est-ce qui vous a conduit à entrer en résistance, me répondaient que cela avait consisté à dire non. Pas forcément un nom générique et initial du type parfait, gaulien, jupitérien, non, non. Un nom parfois trivial, celui qui répond à une situation extrêmement modeste, très précise, concrète, du quotidien de la vie des individus en société. J'évoquais cette anecdote tout à l'heure avec certains d'entre vous. Un résistant m'a dit, moi j'ai commencé à faire de la résistance en disant non au rire des Allemands. C'est-à-dire que j'en avais assez d'entendre ces jeunes hommes qui avaient mon âge rire à gorge déployée, déballonnés comme ça dans le tramway à Lyon. J'ai trouvé une insulte personnelle. Eh bien, je suis entré en résistance de cette manière. Alors, tel autre dira non à l'idée même de collaboration, à l'idée, on parlait tout à l'heure, monsieur, à l'idée de travailler en Allemagne ou quoi ou qu'est-ce. Mais cette position qui n'est pas une posture, laquelle déclinerait dangereusement vers l'imposture, cette position de dire non à quelque chose qui apparaît à une conscience individuelle, à proprement parler, insupportable à un moment donné. Je ne veux pas m'aventurer plus avant sur ce terrain de l'éthique de la résistance, car je ne suis pas philosophe. Troisième critère, politique. J'emploie le terme à dessein. Précaution, j'en use dans son sens classique, qui renvoie à la conduite des affaires communes, celle de la cité, de la res publica, de l'État, pas dans l'acception un brin dégradé de la politique, c'est-à-dire de la quotidienne et âpre concurrence pour les places de pouvoir que vous connaissez. Alors oui, troisième critère, les résistances, majuscules, plurielles, contemporaines, sont, j'ose, des programmes politiques. Les résistants se donnent toujours des buts politiques ressortissant au gouvernement de la cité. Dès le moment où ils sont au combat, dans la lutte, et pour cet après, dont on espère évidemment qu'il sera meilleur, sinon pourquoi s'engager? Ces buts politiques sont assumés par divers moyens d'action, et je tiens à le dire, et je vais prendre un exemple local, je crois qu'on peut partir souvent des exemples locaux. Ces buts, ces moyens sont souvent différents au point d'en sembler contradictoires. Au Vercors, peu de points communs entre un fier militaire au patronyme à particules, aux convictions politiques partisanes clairement marquées à droite, ambiance catholicisme réactionnaire, et les jeunes métallos, cégétistes venus de la banlieue rouge de l'agglomération lyonnaise qu'ils commandent. Peu de points communs au plan politique, au plan de la culture politique, des représentations. C'est cette dichotomie que la dialectique gaulienne a réussi à sublimer. Miracle, sortant de l'affrontement antinomique entre ces deux positions par le haut. Pour tous ici, pour beaucoup en tout cas, pour la majorité, je pense que nous sommes dans le juste. Résistance France 40-45, c'est lutter pour la libération du territoire national et rétablir la République. Quatrième terme, discriminant, critère, je ne sais pas comment dire exactement, celui de la réussite. Non pas l'emporter sur le terrain physique de l'affrontement armé, les résistants ont perdu au Glières, dans le Vercors. Cela est impossible. Mais je ne sais pas, alors je me place sous la protection de l'impressionnante tutelle de grandes figures héroïques de la résistance, entre ici, qui vous savez, Jeanne d'Arc, Jean Moulin, et puis tenez, Ernesto Che Guevara, sont vaincus. Eux, dont le martyre est gage pourtant de la victoire morale de leur cause. Cette composante est forte, je crois.
les résistances dont se souvient la mémoire collective dans les cadres sociaux d'expression de la mémoire collective, commémoration, ces plaques d'émail bleu qui sont vissées à l'angle de nos rues et qui disent notre révérence éternelle envers de jeunes martyrs dont on connaît le nom mais dont on ne sait pas quelle cause ils ont servi souvent, etc. Les jours de commémoration nationaux, les jours fériés et chômés, etc., etc. Dans ces cadres, l'école, hein, dans ces cadres sociaux-là, les résistances dont se souvient la mémoire collective et qui étudient l'histoire sont les résistances qui l'emportent à la fin. De ce titanesque, inégal, légitime, politique combat qui les oppose au mal absolu, au mal radical, les résistants ne sortent pas toujours vivants, mais vainqueurs. Ils sont certes vaincus sur le terrain matériel, par des forces supérieures en nombre, j'y reviens, mais leur engagement volontaire cautionne leur changement de statut, de victime, le terme est connoté du côté de la passivité, ils deviennent vaincus dans une action concrète et surtout vainqueurs posthumes. Jeanne brûlée vive à Rouen fin mai 1431, Jean Moulin torturé à mort à l'été 43, le Tché exécuté il y a presque tout juste 50 ans. Ah oui, ce n'est pas un rouleau de prière tibétain, c'est d'accord. Ont tenu leur promesse, le monde est changé après leur mort. Là, c'était pour le coup notre liste arguments en guise de conclusion, fabrication d'un légendaire. Pour que les résistances fonctionnent, il faut qu'elles construisent une mythologie qui leur est propre. Voilà. Pas dans le sens de collection de mensonges, mais un discours de fondation qui, relayé par les héros Verbeau, Malraux, etc., peut aboutir à organiser, ce long week-end, les rencontres philosophiques d'Uriage. Tout dernier point, on l'a prévu tout à l'heure, je le dis maintenant, je ne développe pas. Je crois que ce qui s'est esquissé depuis 250 ans, en tout cas dans la situation historique française, c'est une généalogie assez singulière, un emboîtement particulier, une démonstration gigogne qui fait fonctionner entre eux ces trois R majuscules que j'évoquais tout à l'heure. R, E comme révolution, puis comme république, cette version française de la démocratie, puis comme résistance. Je vous remercie. Merci Philippe. On ne se lasse pas de t'entendre, même si malheureusement le temps est compté. Merci d'avoir remis en perspective aussi la résistance dans une histoire aussi politique, dans une histoire des luttes, des combats, et d'avoir montré toute la complexité, l'ambiguïté aussi du terme. On va poursuivre encore notre chemin philosophique dans l'abécédaire. Et nous restons dans un sujet un petit peu proche, peut-être, elle comme lutte, et ce sera Arnaud Sorosina. Merci. Mon propos va croiser celui de Philippe Barrière du point de vue conceptuel et celui de Jean-Pierre également, puisqu'il a été fait insistance sur le fait que résister, ce n'est pas nécessairement s'opposer à une forme violente du pouvoir. Et de ce point de vue-là, le concept de lutte insiste bien sur la dimension de frottement, la dimension agonistique, puisque le concept de lutte fait fond sur l'étymologie grecque du terme agone, c'est-à-dire la joute, qu'elle soit oratoire, qu'elle mette aux prises deux esprits, ou qu'elle mette aux prises dans la palestre, deux corps qui se font face. De ce point de vue-là, il faut peut-être distinguer, même si la résistance violente est une forme de lutte, la lutte de la résistance violente. On pourrait dire, de ce point de vue-là, que lutter contre, c'est lutter tout contre le pouvoir, dans le sens où une lutte se fait à même des rapports de pouvoir. Il y a dans toute lutte une dimension intestine de ce point de vue-là. On pourrait dire, en ce sens, qu'il s'agit de détricoter le pouvoir au sein même du pouvoir, voire à partir de lui. Je retiens trois perspectives dans ce cadre, celle de Marx, celle de Nietzsche et celle de Foucault. Celle de Marx, parce que c'est une figure ambivalente de ce rapport au pouvoir, puisqu'évidemment, vous le savez bien, le marxisme, c'est la lutte contre une forme ostentatoire du pouvoir. Et de ce point de vue-là, elle implique nécessairement une forme de violence. Néanmoins, la position de Marx est plus subtile, comme toujours, que celle des marxistes. Et Marx lui-même se situe dans un rapport ambigu, puisque la lutte désigne chez lui à la fois quelque chose de biologique et d'historique. Lui-même, dans sa correspondance avec Engels en 1860, juste après la lecture de l'Origine des espèces, confesse, fait cet aveu à Engels, qui partage cet avis d'ailleurs,
Darwin fournit le fondement biologique de la théorie de la lutte des classes. Cela signifie qu'il va s'agir de dramatiser historiquement une lutte biologique. Et en ce sens, la praxis révolutionnaire n'est pas nécessairement une violence qui s'opposerait à la violence naturelle. Néanmoins, et c'est la deuxième composante du discours de Marx et de sa théorie, le discours et l'analyse elle-même des rapports de pouvoir supposent que le discours est en tant que tel une lutte. La théorie est une praxis. De ce point de vue-là, Marx s'affranchit lui-même de sa 11e thèse sur Feuerbach quand il dit « les philosophes n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter le monde, et ce qui importe c'est de le transformer », sauf moi, Marx, en tant que je produis un discours théorique, qui n'est pas un discours qui est une énième interprétation du monde, mais une compréhension de ce monde à partir d'un de ses points de vue, c'est-à-dire que je radicalise la lutte à partir de mon propre discours. Cela dit, la dramatisation de la lutte chez Marx conduit à une forme de messianisme politique, pourrait-on dire, de façon un petit peu rapide sans doute. Il s'agirait, pour ainsi dire, de substituer à la lutte pour l'existence de Darwin une lutte contre l'existence de cette lutte. Tant et si bien que le communisme aboutit à une sorte de fin de l'histoire. Cette sortie des rapports de pouvoir est assez paradoxale, puisque la lutte supposait en réalité le maintien de l'historicité de la lutte des classes. Ce que je veux dire, c'est que le messianisme politique du communisme aboutit à la mise à mort de la lutte, et de ce point de vue-là, à la suppression de ce qui fait que l'histoire est historique. C'est ce que Nietzsche reproche d'ailleurs à tous les discours messianiques, même s'il ignore tout du marxisme. Il met un peu tout dans le même panier, communisme, marxisme, etc. Et socialisme, évidemment. Cela dit, ce qui intéresse Nietzsche, c'est de montrer que la lutte n'est pas quelque chose dont on pourrait sortir. L'idée d'une utopie post-politique qui nous affranchirait des rapports historiques de pouvoir est un non-sens, pour une raison toute simple, c'est que la lutte est une résistance de la vie aux forces qui la contrarient, mais la vie se supprimerait elle-même si elle devait aboutir à une fin de l'histoire. La fin de la lutte, de ce point de vue-là, et toute forme d'utopie post-politique, toute eschatologie, est une forme d'épigonisme chrétien. On peut y voir la négation de la vie, et Nietzsche diagnostique dans les messianismes politiques du XIXe siècle une forme de triomphe du nihilisme. C'est-à-dire le fait que les valeurs qui émergent de la vie s'opposent finalement à la vie elle-même. Son modèle, de ce point de vue, c'est de revenir au grec ancien, dans la mesure où l'agone, chez les Grecs, exprime plutôt la vitalité de la vie elle-même en tant qu'intensification de la lutte. C'est si vrai d'ailleurs que les Grecs avaient imaginé une procédure pour empêcher que la lutte ne prenne fin, à savoir l'ostracisme en particulier. Exiler un individu d'une cité, c'était pour les Grecs se prémunir contre l'occupation obscène de l'avant-scène médiatique, pour ainsi dire, par certains individus, de façon à maintenir la rivalité continuelle. Il s'agit de remplacer un génie par un nouveau génie, comme le rappelle Nietzsche dans une préface célèbre, la joute homérique. De ce point de vue-là, nous avons à lutter contre cette pulsion de mort qui épuise ce qui fait que l'histoire est historique. Et il faut à tout prix maintenir la lutte, non pas la lutte violente évidemment, mais sublimer les rapports de violence pulsionnelle dans des rapports de civilisation et de rivalité, comme le faisaient les Grecs, puisque dans leurs travaux, aussi bien dans les joutes oratoires que dans les arts, les Grecs combattaient toujours en lice. Voilà pourquoi la lutte n'est pas une échappée hors du pouvoir, et c'est cela que Foucault, à mon avis, a retenu de Nietzsche. Lutter, comme le rappelle Foucault dans un texte qui s'appelle « Le sujet et le pouvoir », c'est quitter des agencements de pouvoir au bénéfice d'autres rapports de pouvoir. Et cette analyse s'inscrit dans une analyse du pouvoir moderne en tant qu'il fait apparaître de nouvelles luttes, des luttes qui ne sont pas centralisées sur des lois, qui n'ont pas la figure ostentatoire de la révolution, mais la figure plus modeste, mais plus délicate aussi, de l'opposition à la norme, et aux normes telles qu'elles travaillent de façon immanente au sein de nos propres corps. Si la lutte ne passe plus par la révolte ou la révolution, cela présuppose une analyse de la politique, non pas à partir d'un modèle macroscopique, mais à partir d'un modèle du gouvernement des vivants que Foucault appelle la biopolitique.
Celle-ci renvoie à un éparpillement du pouvoir qui n'est plus d'abord une force de contrainte extérieure à l'individu, mais une forme d'aliénation à soi qui tient au fait d'épouser des normes et de consentir à elles. Le pouvoir moderne fait triompher donc une forme d'immédiateté fondamentale, ce que Foucault appelle un modèle pastoral. Ce modèle pastoral, il est d'autant plus insidieux qu'il s'adresse à des masses et qu'il prétend être bienveillant envers les individus qui constituent ces masses. De ce point de vue-là, un symptôme intéressant dans une perspective foucaldienne, ce serait de voir un petit peu ce qu'il en est de l'essor des théories du développement personnel et où l'on voit le théâtre médiatique occupé par des prêcheurs de bonheur. Nietzsche aussi voyait déjà en son temps l'occupation obscène d'intellectuels pasteurs former une sorte de nouveau pastorat intellectuel. Il me semble qu'on n'en est pas sorti et que lorsque Nietzsche parle du dernier homme, il parle exactement de cela, c'est-à-dire celui qui veut être le dernier à parler, mais parce qu'il a toujours le monopole de la parole. La nouveauté de la lutte dérive de cette analyse. Elle implique que l'on observe la captation de l'individualité par des processus de suggestion, auxquels s'opposent, le mot a été prononcé, des processus de subjectivation par lesquels l'individu récupère son individualité à l'encontre des normes qu'il avait captées. Il s'agit de luttes transversales, rappelle Foucault, qui ne sont plus donc des luttes de classe ni des luttes nationales. Il s'agit d'autre part de luttes qui sont opposées à des formes de gouvernement biopolitique, qui ne sont pas des formes de gouvernement étatique. Ce sont enfin des luttes de frottement immédiat où l'individu est à lui-même son propre obstacle et peut-être son propre ennemi. Il s'agit enfin de luttes qui engagent des instances particulières, les individus dans le rapport à soi qu'ils ont aux normes, et sur un terrain où finalement tout le monde devient potentiellement suspect. C'est peut-être aussi la dérive paranoïde qu'on peut reprocher au foucaldisme. Mais indépendamment de ça, l'intérêt du foucaldisme, c'est de voir que même les rapports de savoir, en tant que violence symbolique, pour parler Bourdieu, impliquent des modes de circulation et d'imposition qui, en fait, sont des formes de biopolitique. Et le pastorat passe d'abord par les intellectuels, et je conclus sur 2 points. Il y a donc des nouvelles formes de lutte à mener, à la différence de la domination et de l'exploitation. Et il ne faudrait pas croire que les 3 formes de lutte, à savoir domination, exploitation et contre le pastorat, sont des luttes référées à un même foyer. Ce sont des luttes qui sont en lutte les unes avec les autres, parfois. Pas toujours, mais elles sont potentiellement en concurrence. La preuve, c'est que Foucault s'oppose au marxisme dans sa dérive pastorale. Il dit le marxisme propose une lutte qui devient un nouveau pouvoir pastoral. Cela signifie, et je finirai là-dessus, qu'il faut aussi se méfier contre la dérive pastorale du foucaldisme lui-même. Nous avons aussi à lutter contre le monopole que prenne une forme de lutte particulière. Je vous remercie. Merci Arnaud pour cet exposé instructif. Et ça nous amène aussi à une question qu'on approfondira dans une des tables rondes. Qu'est-ce qui distingue aussi la frontière entre la lutte et la résistance est parfois mince, entre des combats politiques, voire des idéaux révolutionnaires, et puis le fait de résister à un pouvoir établi. La frontière est souvent difficile à faire et ton exposé le rappelle. On va continuer donc. Il nous reste 2 lettres. Et ce sera donc H comme N. Et je laisse la parole à Philippe Saltel. Bonjour à tous, je suis très heureux de revenir à Uriage où je n'étais pas venu depuis quelques années. Qu'est-ce que ça vient faire là, aujourd'hui, de parler de la haine alors qu'on parle de résistance? Il n'y a pas beaucoup de rapports apparemment, sauf celui de 2 mots qui nomment des relations qui sont négatives. Mais quel rapport au fond? Pour le saisir, il faut peut-être se déprendre de l'attitude spontanée qui veut qu'en morale, en pensée morale, en conceptualisation des choses morales, on commence par évaluer avant d'analyser. Ne pas rire, ne pas se lamenter, mais comprendre, disait Spinoza. Et ainsi, on pense la résistance c'est bien, le consentement c'est mal, l'amour c'est beau et la haine c'est laid. Seulement, on nous demande le consentement libre et éclairé dans les hôpitaux et c'est la contrepartie d'une information des patients, par exemple. Et dans ce cas-là, le consentement c'est bien.
Et chacun sait que l'amour, c'est aussi des souffrances, une aliénation, des hésitations, et que ça n'est pas toujours aussi beau qu'on le raconte. Et puis on peut aussi dire, dans le cas de l'amour et de la haine, que bien entendu, dans les grandes haines, il y a certainement un peu d'amour, et même beaucoup d'amour, et de même que dans l'amour, il y a une certaine haine qui est le travail de l'intérieur. Quand on a dit ça, eh bien, on voit bien qu'au lieu de commencer par évaluer, il faut commencer par analyser. Et la haine, c'est une passion. Et une passion, c'est une émotion qui s'est consolidée. C'est une émotion qui est devenue une disposition. Par exemple, la haine est sans doute la passion qui correspond à l'émotion de la colère. C'est la colère qui se donne à elle-même ses propres raisons, qui se justifie à ses yeux. Il y a un très beau texte juste à la fin d'un petit bouquin de Sartre, qui est plutôt délaissé, et c'est dommage, qui est l'esquisse d'une théorie phénoménologique des émotions, où il dit ça, où il dit, eh bien, pour une émotion quelconque, il y a deux destins. Et par exemple, il prend la colère et il dit, il y a le destin de dire, je me suis mis en colère en raison de mon état et de ma situation, qui est une sorte de réflexion sur sa propre colère. Et puis, il y a le destin qui consiste à dire je me suis mis en colère à cause de toi. Et ça, c'est le destin de la passion, c'est l'entrée dans la passion. Et en l'occurrence, pour nous, c'est la haine. Alors, comment est-on disposé dans la haine ? Moi, j'ai une théorie sur les passions et sur les sentiments qui est que ce sont des choses bien plus complexes qu'on ne croit, et que n'a cru d'ailleurs pendant toute une période l'histoire de la philosophie. En l'occurrence, que ce qui est le plus apparent, c'est dans une passion, c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, et on peut dire que c'est l'élément volitif de la passion. En l'occurrence, pour la haine, ça permet de faire la distinction entre deux formes, une forme aversive, qu'on appelle l'aversion donc, la haine que l'on peut avoir des haricots verts, des araignées, ou de je ne sais quoi, ou de la musique rock, et une haine agressive qui ne veut pas écarter, mais qui veut agresser l'objet de la haine. Alors que, après tout, il suffit de ne plus jamais manger de haricots verts pour ne plus avoir ce problème-là. Il suffit d'éviter les araignées, ainsi de suite, la musique rock. Bon, voilà. Mais dans les deux cas, quand même, c'est intéressant parce qu'on va voir que dans les deux cas, quand même, le haineux est celui qui est obsédé par l'objet de sa haine, hein, même si c'est négativement. Hein. Quand on veut éviter la musique rock, ça suppose quand même un certain trajet à faire pour éviter la musique rock, et ainsi de suite, pour des choses parfois plus compliquées. Et évidemment, comme on le sait, ceux qui pensent le plus aux juifs, ce sont les antisémites, ceux qui pensent au plus aux communistes, ce sont les anticommunistes, et ainsi de suite. En dessous de ce qui est le plus apparent et de la volonté, le deuxième élément de ce complexe qu'est une passion, c'est un sentiment ou un affect, en l'occurrence un sentiment de dégoût pour l'aversion, une blessure pour le sentiment agressif. Il y a donc un affect qui touche au corps et à l'âme, en quelque sorte, chez l'individu, et qui est assez profond pour animer la passion. Et puis à côté, il faut quand même reconnaître que dans tous ces complexes passionnels, il y a un élément cognitif, un élément intellectuel, assez limité mais réel, et qu'ainsi, eh bien, celui qui n'aime pas ceci ou cela a toujours des raisons de dire qu'il n'aime pas et que les autres devraient d'eux-mêmes ne pas aimer. Par exemple, actuellement, une grande vogue de ne pas aimer certains aliments et donc de les repousser comme étant de véritables poisons, alors que des générations et des générations ont vécu avec ces mêmes aliments. C'est une intellection, et il y a le même type d'intellection, évidemment, dans la haine agressive, des procédures de justification à ses propres yeux, qui sont assez intéressantes à analyser. Ce contenu cognitif, il peut être très simple, ça peut être une imagination, comme par exemple l'huître, qui est un animal vivant quand on le mange, qui est encore vivant quand il est dans l'estomac, si on ne l'a pas bien croqué. Donc si j'ai cette imagination, évidemment, ça peut me dégoûter des huîtres. Mais ça peut être l'imagination du voisin qui méprise ma présence parce qu'il ne me dit pas bonjour, ou de l'homme politique qui est nécessairement hautain, méprisant pour le peuple, ignorant tout de la réalité concrète, etc., ou s'en mettant plein les poches, etc., etc. Bon.
C'est intéressant parce que s'agissant de la haine agressive, derrière cette cognition, il y a quelque chose de moral. Il y a une demande de justice qui, même si elle est fausse, même si elle est elle-même injuste en quelque sorte, cette demande de justice fait de la haine un sentiment véritablement moral. Je pense qu'il faut prendre au sérieux cette demande. Je pense qu'il faut regarder peut-être de près ce que disent les haineux sur l'objet de leur haine. C'est assez intéressant comment ils s'en expliquent de l'objet de leur haine. Et là, je vais encore citer Sartre. Je n'avais pas eu cette intention au départ. Je ne suis pas particulièrement sartrien, mais je pense au texte qui s'appelle « Les réflexions sur la question juive », où dans un moment du texte, l'antisémite dit je hais les juifs parce que les juifs sont toujours après l'argent, etc., etc. Ils sont radins, avares. Et son interlocuteur lui dit mais non, moi j'ai des amis juifs qui absolument pas du tout, qui sont très généreux, prodigues. Et à ce moment-là, l'antisémite trouve une autre raison et même va jusqu'à dire mais ils ne sont prodigues qu'en apparence, vous vous faites tromper, évidemment, c'est une ruse. C'est le fameux complotisme que l'on connaît, que l'on voit aujourd'hui. Cette sorte de justification, à n'en plus finir, qui montre qu'on s'en explique mal. Ça montre que l'élément cognitif qu'il y a dans le complexe passionnel que j'ai décrit est un élément plastique. Je vous demande de retenir cet adjectif plastique parce que dans le lien que je vais faire avec la résistance, il est intéressant. Peut-être que les gestes de haine, en ce sens, constituent la résistance des plus fragiles, de ceux qui n'ont pas tous les moyens d'une intellection juste et réfléchie, de ceux dont l'affect triste empêche les moyens intellectuels d'aller jusqu'au bout. Parce que sans doute il y a quelque chose de mal et quelque chose de réel derrière l'exigence de justice qui s'exprime dans la haine. Sans doute il y a la désignation de quelque chose de réel. Je pense bien que derrière les affects, il y a toujours quelque chose de réel, et derrière les passions, il y a toujours quelque chose de réel. Voilà ce qu'oppose celui qui est fragile. Alors que la résistance, on le sait, résister consiste à tenir ferme et à opposer une certaine fermeté, une solidité. Par conséquent, on peut penser qu'un travail sur l'intellection, sur l'intelligence, dans nos haines, un travail sur nos propres haines, un véritable travail spinozien, en quelque sorte, d'augmentation par le savoir, que ce travail pourrait transformer la haine, la spiritualiser en résistance. Et je termine par là, parce que je sens que le gong va venir. Et si toutes les résistances, évidemment, ne proviennent pas de la haine, eh bien, on peut penser aussi que certaines haines peuvent se socialiser, s'élever, se grandir, s'augmenter en résistance. Merci Philippe pour cet exposé. Donne beaucoup à réfléchir sur la haine et la force des passions. Évidemment aussi, il faut savoir résister à la haine. Donc, qui est évidemment au cœur aussi du sujet. Alors, il nous reste une dernière lettre. Et ce sera donc Thomas Bokojibo pour S comme servitude volontaire. Merci beaucoup Anne et rebonjour donc. Quel monstre de vice est-ce donc qui ne mérite pas encore le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom suffisamment vil, que la nature désavoue avoir fait et que la langue refuse de nommer. C'est en ces termes assez énergiques qu'Étienne de la Boétie, qui a peut-être alors 16 ou 18 ans, pose pour la première fois un problème qui fera date, et ce, dès l'aube de notre modernité. En cette première partie du XVIe siècle, en effet, l'Amérique vient d'être découverte, Machiavel écrit Le Prince, Rabelais Gargantua, Copernic formule l'hypothèse de l'héliocentrisme, Vézal, la même année, fait paraître le premier traité d'anatomie moderne, Luther placarde ses thèses réformatrices, et puis les guerres de religion commencent à plonger l'Europe dans des troubles dont sortiront les premières théories modernes de l'État, lesquelles accessoirement apporteront des solutions autoritaires, mais durables,
à tous ces bouleversements initiaux. Cette interrogation sur la servitude volontaire est donc propre à Fasciné, à un double titre. D'une part, elle rappelle que le pouvoir dépend du consentement de ceux sur qui il s'exerce, ce qui est désormais le fondement de notre pensée politique. Mais d'autre part, elle renvoie à l'aspect insaisissable de ce consentement, au tréfonds obscur d'une psychologie individuelle. Sais-je bien moi-même, au fond, si je ne suis pas aliéné malgré moi ? De sorte que cette question du jeune La Boétie n'en finit jamais de ressurgir de manière assez irritante. Elle souligne en effet à la fois la croyance, disons, démocratique, dans l'idée que l'autorité légitime procède de la volonté, du consentement éclairé, etc., de ceux qui y sont soumis, et d'autre part que cette volonté est justement quelque chose d'insondable, d'inscrutable, d'insaisissable. Alors, serait-ce à dire que ce problème soit mal posé, voire sans solution ? En fait, comme l'a montré l'immense philosophe Claude Lefort, et qu'il faut rendre hommage ici, la solution que propose La Boétie est d'une grande finesse, d'une grande originalité. En premier lieu, effectivement, il paraît apporter des solutions empiriques, celles que nous connaissons en fait tous, et qui renvoient peu ou prou à la crédulité d'une population finalement pas assez mûre pour sa propre liberté. Je les mentionne pour mémoire, mais en fait nous les connaissons déjà. C'est notre habituation supposée à notre joug, qui nous le ferait confondre pour un peu avec une partie de notre propre corps, tel le smartphone qu'on dit parfois greffé à la main. C'est l'habileté des puissants, indéniable, à fournir à la populace les moyens d'un contentement durable et immédiat, le pain et les jeux. C'est enfin notre admiration pour le grand homme, à qui nous prêtons volontiers des capacités hors normes, voire carrément surnaturelles. Mais là, désolé, je n'ai pas d'exemple qui me vienne. Il y a dans tout cela sans doute une part de vérité. Mais ce n'est pas l'essentiel, c'est même en fait secondaire. La solution véritable est ailleurs, dans ce que La Boétie nomme justement le ressort et le secret de la domination, de la tyrannie. Or c'est justement un secret d'autant plus inviolable qu'en fait il est partagé par quasiment tout le monde. Comment le tyran procède-t-il ? Il est environné, dit La Boétie, d'une cour de 6 personnes qui rivalisent d'ingéniosité pour capter ses faveurs et en fait voudraient être à sa place. Mais ces 6-là sont entourés de 6 autres, de 600, qui font de même à leur tour, et ces 600 de 6000. Grande est la suite qui vient après cela, conclut notre auteur, et celui qui voudra s'amuser à dévider ce filet verra que ce ne sont pas les 6000, mais les 100 000, mais les millions qui par cette corde se tiennent au tyran. En dégringolant cette échelle maudite, on passe insensiblement du système base 6 au système base 10, et on finit par ne plus distinguer très très bien entre le filet et ceux-là qu'il est censé enserrer. Tout le monde, à ce compte, peut finir non pas dans le filet, mais plutôt pris au fil de cette identification au tyran, tyrannisé non pas par quelqu'un, mais par son propre désir de domination. Car tous, en définitive, voudraient être le tyran, ou plutôt à sa place. Une place qui n'est pourtant qu'un mirage intenable, car il ne peut y en avoir de plus solitaire et menacé. À qui le tyran peut-il faire confiance ? Peut-il seulement avoir un ami ? La vie qu'il mène peut-elle être appelée humaine ? Vouloir être à une telle place, au fond, est s'exprimer autre chose que sa propre inquiétude morbide de n'être pas là où il faudrait être, the place to be. Par angoisse, dira un Pascal, de se trouver ici plutôt qu'ailleurs. Le visage véritable de la servitude volontaire n'est donc pas celui de la naïveté candide d'une conscience embrumée, celle du disciple sous l'emprise de son gourou. C'est tout au contraire celui, un peu plus familier peut-être, d'un souci de l'avenir qui aurait pris la forme d'une prospective paranoïaque, du calcul stratégique de quelqu'un dont la vie entière serait devenue un gigantesque plan de carrière. En d'autres termes, ce serait celui de ce qu'un philosophe contemporain, Patrick Savidan, appelle la préférence pour l'inégalité. Considérant le monde avec un pessimisme que je qualifie de lucidité, je m'arrange pour limiter les dégâts pour moi et mes proches, afin d'être autant que possible du meilleur côté de la barrière au moment du désastre. J'assure mes arrières avec un égoïsme assumé et pourquoi pas revendiqué, m'affranchissant à l'occasion des règles, sous prétexte qu'elles soient injustes ou inefficaces. Ce faisant, bien sûr, j'aggrave la situation et je trouve de nouvelles raisons à mon propre comportement. Les principaux instruments de la servitude volontaire, ce sont donc en réalité les tout premiers relais du tyran, ceux qui enclenchent le mécanisme au premier cercle, et à qui La Boétie réserve en toute logique ses principaux traits. Je cite, « Est-il chose au monde moins supportable que cela ? Je ne dis pas pour un homme de cœur, je ne dis pas pour un homme bien né, mais seulement pour un homme ayant du bon sens, ou simplement une face d'homme. »
Quelle condition est plus misérable que de vivre de telle sorte qu'on n'ait rien à soi, tenant d'autrui son plaisir, sa liberté, son corps et sa vie? Le remède à la servitude volontaire, ce n'est donc pas la lucidité, celle que revendiquent les complotistes, et qui s'accorde si bien avec la perpétuation de l'oppression ordinaire. Elle tient dans le refus de l'identification, en dernière instance, à ce quelqu'un, lequel, à vrai dire, n'est rien de plus qu'un nom, le nom d'un, comme le dit assez génialement la Boétie, puisqu'il nous réunit dans le même fantasme morbide. Lutter contre cette identification illusoire, c'est d'abord donc refuser d'entrer dans ce jeu, faire semblant d'écouter, continuer à mener sa vie comme on l'entend, dans la mesure du possible. Cette résistance a aussi un versant un peu plus positif. Cultiver sa liberté en restant sourd aux appels des puissants, c'est aussi se comporter véritablement en être humain, et pouvoir du coup être reconnu comme tel par ses semblables. Dès lors, le goût désintéressé de la vérité, des choses qui méritent d'être appelées belles, de l'instruction, sont les conditions objectives d'une communauté fondée sur des liens véritables, où chacun peut facilement trouver sa place, sans périr d'inquiétude à l'idée de ne pas prendre celle des autres. Par conséquent, ce qui est vraiment sacré dans une société, ce n'est pas le nom du monarque, bien sûr, mais plutôt celui de l'amitié. Un nom sacré est une chose sainte, dit la Boétie. L'attachement à l'amitié était si sincère chez lui qu'il transparaît jusque dans le livre de son exécuteur testamentaire, Montaigne, qui en a laissé le plus célèbre et le plus poignant témoignage, parce que c'était lui, parce que c'était moi. On peut commencer alors à entrevoir une solution au problème que j'évoquais en commençant, l'origine de l'autorité légitime. Le remède à la servitude volontaire, ce n'est pas tant le consentement individuel que plutôt des liens d'amitié authentiques, des relations affectives réellement durables. Je vous remercie.